Bonjour. Alors, nous savons que c'est dimanche, que nous sommes à Pau et qu'il fait beau. On va essayer d'en savoir plus avec l'invité d'aujourd'hui, de ce matin. Il est britannique et français, mais surtout européen. On l'a fatalement entendu un jour ou l'autre à la radio ou vu à la télévision. Dans les années 80, il avait été l'un des membres fondateurs de la première version de la radio libre Fréquence Gay. Son nom est associé à des émissions qui réveillent toujours quelque chose de particulier dans nos souvenirs. Télescopage, L'oreille en coin, Continental, Confetti, Europuzzle, Vivre en Europe, Élevons le débat, Cousinade, Le kiosque, et j'en oublie. Il fut directeur des programmes de Radio France Internationale. Nous n'avons pas oublié sa revue de presse européenne tous les matins sur France Inter. Il est porté par la richesse des langues. Il en parle 6 d'Europe. Il aurait pu jouer deuxième ligne à la section paloise et battre Brive hier soir. Le Brexit lui donne de l'urticaire. On a l'impression de le connaître depuis très longtemps. C'est une petite musique qui circule, un nom qui annonce un homme en amitié. Nous accueillons donc un Européen, journaliste, animateur et producteur, Monsieur Alex Taylor. Bonjour, vous n'avez pas prévenu que je suis complètement aphone, donc je suis désolé, vous avez perdu votre temps pour venir parce que vous n'avez pas pouvoir vous m'entendre, mais je vais faire de mon mieux pour m'exprimer, voilà. Cela dit, le photographe tout à l'heure m'a dit que j'avais moins d'accent quand je suis aphone, parce que c'est vrai qu'on nous a toujours dit en Grande-Bretagne que pour apprendre le français, il vaut mieux être un peu enrhumé, comme si vous avez une langue assez nasale, donc peut-être vous allez pouvoir mieux me comprendre que d'habitude. Je peux poser les questions, Alex. Alors, commençons par le début. Donc vous êtes né dans le comté des Cornouailles. Qu'est-ce que vous, dans cette enfance et cette jeunesse, qu'est-ce que vous avez su de l'Europe? Quelle perception avez-vous eue de l'Europe? Il y en a eu deux, parce que, en fait, ce qui m'a donné le déclic pour l'Europe et les langues, c'est ma prof de français qui s'appelait Mademoiselle Bridgewater, c'est comme ça qu'on devait l'appeler. Et je me souviendrai toujours de mon premier cours de français quand elle a écrit le mot « oui » sur le tableau. Et c'était un moment énorme pour moi parce qu'on savait tous que vous dites « oui » pour « yes ». Mais à aucun moment, j'imaginais qu'on pouvait écrire ça O-U-I, parce que j'imaginais que vous l'écriviez oui, W-E, comme oui, nous le faisons en anglais. Et quand elle a écrit O-U-I, il y a eu dans la salle une espèce de oh! Comme ça. Et je me souviens toujours de ce premier frisson qui était mon premier déclic, je pense, d'Européen. Et puis, sinon, c'était un monde qui était assez granitique. Vous savez, la Cornouaille, c'est un peu comme la Bretagne, mais en plus beau. Et je suis désolé. Et donc, du coup, la Cornouaille, c'était un monde un peu en noir et blanc. Et ce qui m'a donné aussi l'amour de l'Europe, c'est, on me reproche toujours, c'est un peu trivial, mais en même temps, c'est très important, ces choses comme ça. Je me souviens de la première fois que j'ai regardé le concours Eurovision de la chanson, parce que j'ai regardé en 67, en plus, le Royaume-Uni a gagné cette année, Puppet on a String. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi âgés que moi qui s'en souviennent. En fait, c'est une imitation de France Gall de l'année d'avant, mais on a quand même gagné. Et tout d'un coup, j'étais dans ce monde où il n'y avait que deux chaînes, où tout était en noir et blanc. C'était une espèce de « waouh !» Il y a d'autres personnes, mais qui parlent d'autres langues, qui sont fiers de chanter dans leur langue. Et c'était tout d'un coup un déclic pour la chose européenne. En plus, vous avez dit, enfin, autant dire les choses franchement, vous avez dit maintenant que j'ai commencé à Fréquence Gay. Donc, j'étais gay, j'étais un petit enfant qui a grandi dans les années 60, dans un pays où c'était illégal. On ne pouvait pas
avoir des relations avec quelqu'un de son propre sexe, on allait en prison pour ça. Donc je savais à l'âge de 7 ans que j'étais différent, mais je ne pouvais le dire à personne. Et je pense que le petit garçon en moi a compris que s'il voulait sortir de ce monde, je n'ai pas compris consciemment, mais inconsciemment, j'ai compris que les langues, c'était un peu pour moi un passeport pour aller dans ce monde où les gens chantaient en français, où il y avait des gens vers un ailleurs. Donc c'était un peu un mélange de tout ça qui a fait que j'ai eu mon premier déclic pour l'Europe. Mais vous vous installez en France en 79. Pourquoi la France? Parce que j'ai étudié le français et l'allemand et j'étais beaucoup plus fort en allemand. Enfin, je vous le dis franchement, parce que c'était plus facile pour les Britanniques de prononcer de l'allemand. Quand je faisais la revue de presse sur France Inter, j'adorais dire le Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est plus facile pour nous, les anglophones. Les gens dans les supermarchés venaient souvent me dire: est-ce que vous pourriez prononcer le nom de ce journal allemand invraisemblable? Donc j'étais plus fort en allemand. Et tout le monde m'a dit: il faut que tu ailles en France pour améliorer ton français. J'ai fait des études de français et d'allemand. Et dans le cadre de ces études, il y avait une année à l'étranger. Donc, j'ai choisi la France. Je suis arrivé au lycée Saint-Louis à Paris, où j'étais assistant d'anglais. Je suis tombé amoureux de votre pays. Je me suis dit, mais j'ai fait une grave erreur, c'est la France, etc. En plus, j'arrive après au moment où, pour le jeune gay que j'étais, c'était vraiment le jour et la nuit. On l'oublie maintenant, mais la France des années 80 était un phare de liberté comparé à la Grande-Bretagne sur ces questions-là. Et donc, tout d'un coup, je suis arrivé en France et je suis tombé amoureux de votre pays sans pour autant perdre mon accent. Alors tout de suite, la radio vous a ouvert une tribune permanente. Vous avez parlé de l'Europe avec envie, avec humour. Pas à la radio, en fait. Pas à la radio. Le premier boulot. Le premier boulot, Fréquence Gay, je faisais la chronique sportive et la chronique du jardinage et du bricolage. Enfin, c'était un peu, je le faisais en alexandrin. Oui. Les gens ont compris qu'avec moi, il fallait faire des choses un peu bizarres. Donc, je faisais la chronique sportive. Je parlais du rugby et de je ne sais pas quoi. Et je faisais mais je faisais aussi, c'était important, des petites annonces d'amour et de tendresse. Et partant, rappelez-vous, au début des années 80, c'était le sida, et c'était les gens appelaient parce qu'ils cherchaient l'amour. L'amour, oui. Donc, je n'ai pas commencé vraiment en parlant de l'Europe, j'ai commencé en faisant des bizarreries. Mais votre revue de presse vous fait connaître. Et donc, vous avez permis, dans ces années-là, aux auditeurs français de découvrir de multiples aspects de la vie culturelle et politique de l'Europe. C'est un peu comme si ils avaient découvert des informations sur les tribus cachées du Javari en Amazonie. Et donc, est-ce que vous avez eu conscience que c'était une curiosité, au fond, que vous ameniez à la radio, qu'une anomalie dans le paysage médiatique? Est-ce que vous en avez eu conscience quand vous faisiez ces revues de presse? Que j'étais une anomalie, c'est ça? Non, que vous... Mais j'ai toujours compris en fait non, que... mais cette revue de presse européenne était une curiosité. C'était une curiosité, oui. J'ai commencé en fait, j'ai fait d'abord parce que j'ai commencé ma carrière, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, j'écoutais, c'est Philippe Meyer qui a fait un discours, une présentation hier. C'est lui France Inter avec France lui. Inter. Oui. J'ai commencé en 84 dans une émission qui parlait de la télé, télescopage. Et j'avais compris en fait que le fait d'avoir un accent à la radio, ça vous permet d'être... Les gens imaginent que vous êtes décalé, donc autant l'assumer et l'être. Donc j'ai fait des chroniques, parfois en alexandrin, enfin je m'amusais à faire des choses. Et c'est une époque où il n'y avait pas trop de ton décalé. Nous faisions cette émission et j'ai appris surtout à être un peu décalé vis-à-vis de ça. Je m'apprenais toujours des micro-trottoirs que je faisais. Je courais après des vieilles dames. Elles avaient très peur de moi comme je mesure 2 mètres, mais je leur posais des questions. Et je me souviens c'était un micro-trottoir au moment où est arrivée la télécommande. Et je courais après les gens à Paris en disant « Et vous, vous zappez ?» Et je me souviens toujours d'une femme qui m'a répondu « Véronique, vous zappez Véronique ?» Et comme ça, je me suis dit « Waouh, c'est formidable la radio comme quelque chose pour faire passer les messages avec un peu de... » Bon, j'étais prof pendant 10 ans aussi, dans les années 80, parce qu'il fallait que j'aie ma vie, parce que je ne veux pas vous décevoir si vous voulez faire du journalisme. Ni les radios libres, c'était complètement gratuit. C'était moi qui payais les journaux pour faire des revues de presse et pour animer les petites annonces d'amour et de tendresse.
Et les piges, c'était 150 francs à l'époque. Et souvent, il fallait travailler toute la nuit, parce que c'est le moment où on a un banc de montage. Mais j'adorais ce milieu. Mais pour gagner ma vie, je donnais des cours d'anglais. Donc pendant 10 ans. Et après, c'est pour répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, j'y viendrai dans 10 minutes. J'ai commencé en fait, après 10 ans de galère, enfin pas de galère, mais où je faisais des piges, des vacations dans l'enseignement national, où j'étais payé 7 mois après et tout ça. Tout d'un coup, j'ai eu ma première chance, et ce n'était pas la revue de presse, c'était l'émission Continentale. Tout d'un coup, on m'a demandé, 10 ans après que j'arrive en France, après avoir frappé à je ne sais pas combien de portes en disant vous voulez des choses européennes, tout le monde me disait non. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a demandé si je voulais faire un remplacement pour présenter cette émission qui s'appelait Continental sur France 3 le matin pendant 2 mois pour remplacer quelqu'un. Et en fait, je dois ma carrière à Saddam Hussein parce qu'il a eu la gentillesse d'envahir le Koweït le lendemain de mon arrivée dans cette émission. Et donc, je fais la première émission, deuxième émission, waouh! Du coup, la première guerre du Golfe, il envoyait des Scud sur Israël et les gens branchaient la télé le matin pour savoir si c'était la guerre mondiale. Et à l'époque, j'étais sur France 3 en faisant mes petites émissions où on prenait des extraits de journaux, on les sous-titrait. Je ne sais pas si vous regardez, ça s'appelait l'Eurojournal Continental. Et tout d'un coup, comme les gens voulaient savoir si c'était la guerre nucléaire, ils branchaient leur télé. Et pour la première et seule, je crois, jusqu'à aujourd'hui, la fois dans l'histoire de la télé, France 3 a battu les dessins animés sur TF1 parce que les gens avaient peur. Donc ils nous regardaient pour savoir si c'était la guerre mondiale. Et du coup, j'ai augmenté l'audimat de 300 000 personnes et un matin, on fait 3 millions. Donc on a battu TF1. Les directeurs des programmes, j'en ai été un, sont des gens assez basiques. Donc, ils ont vu ça, ils ont dit, il faut le garder, il faut le garder. Et donc, on m'a gardé pendant 5 ans. J'ai pris mon pied en faisant cette émission. C'est après que j'ai fait la revue de presse sur France Inter. Oui, ou d'ailleurs, ça ne s'est pas bien terminé. Vous êtes parti. Enfin, vous n'êtes pas parti de vous-même. Oui, mais tout à fait. Alors, arrivons à un jour moins drôle pour vous. Un jour qui vous a fait énormément de peine. C'est le 24 juin 2016 où 52% des Britanniques choisissent de quitter l'Europe. Je vous interromps déjà, parce qu'il est malheureux, parce que le Brexit, etc. On avait dit qu'on ferait des réponses courtes. Merci Alex. Donc, juste un petit point, 52% des gens qui avaient le droit de vote. Oui, je n'avais pas le droit de vote. J'allais vous le demander. Alors, là, vous le dites, vous avez les larmes aux yeux, c'est la première fois, vous dites que j'ai eu honte de mon pays. Et vous l'appelez le Brexitanique, vous parlez d'un deuil. Au fond, on sent que c'est une vraie déchirure pour vous ce jour-là. C'est une vraie déchirure. Vous savez, j'ai écrit un livre sur la mort de mon père. Il est mort il y a 4 ans. D'ailleurs, si je suis européen, j'ai oublié de vous le dire, la principale raison pour laquelle je me sens parfaitement européen, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un, il a gagné des médailles, il s'est battu dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais toujours pas, malheureusement, ce qu'il a fait parce qu'il ne voulait pas en parler. Mais ce que je sais, c'est dès que j'avais l'âge, c'est-à-dire 10 ans, de pouvoir partir en vacances avec lui, il nous emmenait camping avec une tente, enfin T-E-N-T-E, pas une tente, parce qu'elle ne voulait pas venir. En plus, elle était revêche, elle n'était pas très europhile. Elle me disait toujours que don't drink the water, ne buvez pas l'eau et ne parlez pas à des hommes étranges. Elle me disait toujours, si elle savait depuis ce que j'ai fait, mais enfin bref. Donc je partais faire du camping à travers l'Europe parce que mon père, qui était de cette génération qui a connu la guerre, voulait montrer à son fils ce merveilleux continent. Et à l'âge de 10 ans, j'adorais le fait qu'on change d'un pays, qu'on change de monnaie, qu'il y avait des têtes différentes sous les francs belges ou les marques allemandes, et qu'on parle des langues différentes, qu'il y avait des panneaux différents sur les autoroutes. Et je prenais mon pied là-dedans. Et donc, c'est mon père qui a fait que j'ai compris que j'avais cette passion pour l'Europe. Et donc, je vous disais, je l'ai perdu il y a 4-5 ans. Et la seule façon de dealer avec cet énorme deuil, parce que mon père, je l'aimais énormément, ma mère aussi.
Et la seule façon pour moi de gérer ça, c'est d'écrire un livre là-dessus. Et je peux vous dire que le Brexit, depuis 1 an et quelques, pour moi, je l'apparente à un deuil. Quand vous avez des droits, quand vous avez une identité, et quand on vous l'enlève de force, sans que vous ayez même votre mot à dire. J'avais les Britanniques installés peut-être dans la salle. I don't know if I'm maybe the only any other Brits here. Yes, 1 or 2. Yes. Bah, si vous êtes là depuis plus de 15 ans comme moi, on n'avait même pas le droit de vote. Ils nous sont concernés au premier chef parce que depuis 15 mois maintenant, enfin 500 jours la semaine dernière depuis le référendum, tous nos droits sont en train d'être discutés. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ici, bénéficier du droit de travail, des droits de santé? Alex, c'est 2 millions de Britanniques qui n'ont pas pu voter, dont vous. Bah, les jeunes aussi, les jeunes. Les jeunes pouvaient voter dans le référendum sur l'indépendance en Écosse. Ils peuvent aller à l'armée, les 16-18 ans, mais ils n'avaient pas le droit de voter dans ce référendum qui concerne leur avenir. Donc les expatriés, 2 catégories de personnes. C'est pour ça que je vous ai interrompu. Je suis désolé, le Brexit, mais il ne faut pas vous appuyer sur un bouton et ça. Mais c'était 52% des gens qui avaient le droit de voter, parce que je précise toujours, parce qu'il y a 2 millions de personnes qui étaient disenfranchised de ce vote. Alors, franchement, quand on s'intéresse à l'origine de cette histoire, on regarde l'histoire des Britanniques et de l'Europe, ça n'a jamais été une joie, une effusion, ça n'a jamais été des rencontres. Ça fait longtemps que c'est une opposition, une défiance. Au fond, Churchill, par exemple, disait à chaque fois que les Britanniques auront à choisir entre l'Europe et le grand large, ils choisiront le grand large. Bon, alors, est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'aboutissement logique de cette histoire? Je défends mes ex-compatriotes, je suis français depuis quelques mois. 3 jours, non. Non, mais en fait, la semaine dernière, j'étais accueilli au Panthéon, j'avais de la chance. Généralement, c'est mauvais signe. C'est vrai. Mais là, on était bien vivants. On était accueillis au Panthéon, on était tirés au sort, 220 nouveaux Français accueillis dans une cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Il y avait les chœurs de l'armée française qui sont venus. On ne savait pas du tout. C'était mais waouh, qui chantaient la Marseillaise de Berlioz, qui est la version la plus émouvante. Et après, le ministre de l'Intérieur lui-même s'est déplacé pour nous accueillir. Donc, je suis français naturalisé depuis 4 mois et ravi de l'être. Mais la cérémonie officielle, c'était la semaine dernière. Merci beaucoup, chers compatriotes. Mais pour défendre mes anciens compatriotes, je dirais que quand même s'ils râlent tout le temps et s'ils ont une conception de leur rôle dans le monde qui est souvent incompatible avec leur véritable identité européenne, ils ont quand même prouvé, souvent par les faits, qu'ils tenaient à notre continent. Je suis très fier de ce qu'a fait la génération de mon père, qui ont quand même, on peut raconter ce qu'on veut, mais ont quand même tenu tête. Ma mère était sous les bombardements à Londres, c'est quand même une génération... Merci. Ah, ça c'est le thé au lait. Je suis désolé, il y a une chose qui ne part jamais. Monsieur m'a dit qu'au milieu, si j'avais plus de foi, il m'apporterait un thé au lait. Votre oncle aussi est mort en Picardie. Ouais, j'ai un oncle que je n'ai jamais connu qui est mort en Picardie. Donc cette génération-là, vous avez bien fait vos recherches. C'est un métier, oui. Donc, non, mais je ne l'ai jamais connu parce que cette génération-là, je le dis parce qu'après, je trouve que le comportement, surtout aujourd'hui, de mes compatriotes est assez incompréhensible et j'ai du mal à le défendre. Mais quand même, on n'a pas toujours été les plus mauvais. Mais, et la tragédie de tout ça, c'est que l'Europe s'est faite, en fait, sans les Britanniques. Mais c'est de la faute aux Britanniques. Ils ne voulaient pas venir aux premières réunions parce qu'ils croyaient que le CECA et tout ça, les foirés, ne sont pas vraiment venus. Ils ont montré déjà de la mauvaise volonté. Je pense que tout ça, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous savez si je vous pose une question. Est-ce que vous savez quelle est l'émission comique, la sitcom la plus diffusée à la télévision britannique? Si je vous demande comme ça, à brûle pour point, c'est quoi? C'est contre les Français, non? Non. Mais contre les Européens? Vous allez voir.
En général, les gens disent toujours Monty Python. Hein. Il n'y a pas des gens qui vont Monty Python. Non, pas du tout. Monty Python a été diffusé 2 fois. Il y a une série, je vous conseille, si vous voulez comprendre le Brexit, de regarder sur YouTube la série, la sitcom la plus diffusée en Grande-Bretagne depuis 50 ans, Dad's Army, l'armée de papa. Inconnue au bataillon en France, mais c'est une émission très drôle qui a été faite dans les années 60 avec très bons acteurs, et c'est très drôle, sinon on ne rediffuserait pas. Mais si vous regardez déjà le générique, 30 secondes de ça, vous comprenez le Brexit. C'est dans la mythologie de « nous avons tenu tête ». Parce qu'en fait, c'est les vieux en Grande-Bretagne, le Home Guard, qui était là si jamais on était envahi. Et c'est vrai que c'est très drôle, parce qu'il y a de très bons acteurs. Et c'est aussi une parodie du système de classe en Grande-Bretagne. Mais regardez le programme de télé, c'est diffusé en ce moment, le samedi soir, BBC Two, à 20h30. Depuis 50 ans, on rediffuse ça. Il n'y a pas eu un moment que je me souviens depuis 50 ans où il n'y avait pas Dad's Army, parce qu'il y a une flopée d'épisodes. Et c'est vrai que c'est très drôle. Mais si vous regardez le générique de ça, vous avez la carte de l'Europe sur une chanson « Who do you think you are kidding, Mr. Hitler ?» Vous fichez de qui, Monsieur Hitler, si vous pensez que la vieille Angleterre va se laisser avoir par vous. Vous avez le drapeau anglais et puis les croix gammées qui essaient d'envahir, etc. C'est drôle, mais en même temps, si on diffuse ça, c'est parce que, comment le dire, parce que je m'empêtre toujours dans des trucs. J'ai fait beaucoup d'émissions sur l'identité nationale en Europe. La Seconde Guerre mondiale est quelque chose de fondamental dans notre conception de l'identité partout. J'ai vécu à Berlin pendant 10 ans. La Seconde Guerre mondiale les a meurtris, les a obligés à faire une remise en question, Vergangenheitsbewältigung, comme on dit en allemand, la maîtrise du passé. Je ne vais même pas parler de la France avec les questions qu'on a posées, mais en Grande-Bretagne, il y a une espèce d'attitude. Si je parle de la Seconde Guerre mondiale sur le continent, c'est une période douloureuse. C'est une période douloureuse parce que les gens ont souffert en Grande-Bretagne, mais quand même, on en a tiré notre épingle du jeu parce que les Britanniques étaient du bon côté. Il a fallu que j'aille vivre à Berlin pour que je comprenne, par exemple, qu'on n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale tout seul. Il y avait les Russes qui sont venus libérer Berlin. Moi, je ne savais pas vraiment. Hein. Enfin, j'avais vaguement compris, mais il a fallu vraiment que je m'installe à Berlin-Est pour le comprendre, avec toutes les plaques partout. C'est qui ces gens? Et les Américains aussi sont venus. Mais c'est-à-dire que pour comprendre le Brexit, les Britanniques ont été bercés, moi aussi, dans les années 60, dans ma salle de cours à l'école, il y avait une carte du monde et c'était marqué les 3/4 du monde sont peints en rouge, l'ancien empire. Donc, les vieux ont voté pour le Brexit. J'en fais partie, mais des vieux et pas des gens qui ont voté pour le Brexit, vous avez compris. De toute façon, je ne pouvais pas voter. Mais nous avons grandi dans cette attitude que l'on voit dans la presse britannique. Même hétérophobe. Alors justement, vous dites que 90% de cette presse qui représente 12 à 13 millions de journaux, vous dites qu'elle entretient l'europhobie. Mais on a du mal à comprendre d'où vient cette posture. Pourquoi? Alors il y a vous le racontez, des mensonges qui sortent quotidiennement dans cette presse britannique. Pourquoi? Ça vient d'où ça? C'est très simple. Et il faut savoir qu'il y a 13 millions de journaux britanniques vendus sur des sites ou dans les kiosques tous les jours. Je crois qu'en France, il y a 3 millions ou 4 millions. Donc, vous avez beaucoup de titres. Il y a une concurrence féroce. En plus, ces titres appartiennent à des gens dont l'intérêt, c'est quoi? C'est pas d'informer des gens, c'est de faire de l'argent. Murdoch, c'est le propriétaire du journal le plus lu en Grande-Bretagne, The Sun. C'est le propriétaire du journal autrefois le plus respecté en Grande-Bretagne, The Times. C'est le propriétaire de Sky News, que je regarde tout le temps parce que c'est quand même une très bonne chaîne, parce qu'ils ont une certaine indépendance. Mais ces propriétaires-là, le propriétaire du Daily Mail, énorme journal populaire aussi, il ne vit pas en Grande-Bretagne. Murdoch, c'est un Australien qui vit aux États-Unis. Ces gens-là, leur intérêt, ce n'est pas que le Royaume-Uni continue à être dans l'Union européenne. On comprend toute la presse et les médias britanniques dans cette phrase de Rupert Murdoch. Quand il a dit « Quand je vais au 10 Downing Street, on m'écoute.
Quand je vais à Bruxelles, personne ne m'écoute. Vous avez tout compris. Et par exemple, j'ai tweeté, si vous voulez des nouvelles du Brexit, je vous enjoins à me suivre sur Twitter. Vous en aurez développé tous les jours. Alex Taylor News. Je viens de tweeter un éditorial du Sun, le journal le plus lu en Grande-Bretagne, et qui dit qu'il est maintenant très fâché avec les Irlandais. Les ennemis, la semaine dernière, c'était les Français et les Allemands. Maintenant, c'est les Irlandais. Et l'éditorial dit texto, ça date d'hier, je crois, ça dit texto, pourquoi le Premier ministre irlandais ne ferme pas sa gueule? Why doesn't he shut his gob? Ça, c'est dans le journal le plus lu en Grande-Bretagne. Quand vous avez cette presse qui, jour après jour, brasse ces mensonges qui appartiennent... je veux dire, il y a un scandale cette semaine aussi, parce que The Telegraph, encore un journal qui tous les jours... par exemple, il y a 15 députés conservateurs qui ont voté pour l'article 50, pour déclencher le processus, mais qui sont très inquiets parce que le gouvernement de Theresa May veut tout simplement rapatrier toute la législation européenne et donner au ministre, au seul ministre et pas au Parlement, le droit de changer des trucs après le Brexit et que ça ne passe pas au Parlement. Et ces 15 députés conservateurs de son propre camp, donc, se révoltent contre ça. The Daily Telegraph a mis leurs photos comme ça en disant « les mutins ». C'est comme The Daily Mail, qui, il y a un an, les 3 juges qui ont obligé Theresa May à faire passer le débat sur l'article, le déclenchement de l'article 50 au Parlement, ils ne voulaient même pas le faire. Les 3 juges dans le Daily Mail ont été, c'est un grand titre, « The Enemies of the People », les ennemis du peuple. Je veux dire, c'est nazi presque. Quand vous avez une presse comme ça, Boris Johnson, je suis désolé, hein, des médias, c'est bon. Ça m'énerve. Boris Johnson, notre actuel ministre des Affaires étrangères, il a commencé sa carrière comme journaliste à Bruxelles. Je l'ai côtoyé. Il était connu pour venir dans le bureau tous les matins en disant « Qu'est-ce qu'on a fait ici? What's happened here? And why is it bad for Britain? » Et pourquoi c'est mauvais pour la Grande-Bretagne? Il a été viré du Times, il faut le faire quand même, il a été viré du Times pour avoir menti, pour avoir écrit des articles, inventé des choses, tout simplement pour faire vendre. Et quand vous avez une presse comme ça, vous, en France, nous avons beaucoup de défauts, n'est-ce pas, chers compatriotes, mais votre presse n'est pas à ce niveau-là. Quand vous avez une presse comme ça tous les jours, The Express, c'est encore pire dans le genre apoplexie de l'anti-européen, qui met sur sa une. Regardez sur Google, Express, page 1, des titres comme « Méfiez-vous des Roumains, ils vous piquent des choses dans votre maison quand vous n'êtes pas là ». C'était la première page d'un journal. Vous avez ça, 85% des articles de la presse britannique pendant le référendum étaient contre l'Union européenne. C'est difficile parce que les gens lisent ça, les gens ne sont pas idiots, mais en même temps, les gens lisent ça et ça informe le débat, the conversation, comme on dit, médiatique, parce que vous êtes journaliste comme moi, vous savez que si vous faites un reportage à la radio ou à la télé, vous lisez la presse le matin pour savoir le buzz, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent là que vous avez vos idées pour des reportages. Alors, d'ailleurs, vous avez, je crois, pendant la campagne, vous avez publié, non, sur Télégraphe, une tribune où vous vous êtes fait insulter. Mais alors, est-ce que, c'est ça que je voulais vous demander, il y a eu beaucoup d'insultes sur votre tribune. Est-ce que les expatriés anglais, qui sont nombreux, 2 millions, je crois qu'il y en a 800 000 en Espagne, est-ce que vraiment sont considérés comme des traîtres? Cet article-là, parce que pendant la campagne pour le référendum, je me disais que nous, on ne parle pas dans cette presse et dans tous ces médias de la libre circulation des personnes, on parle seulement des effets sur les Britanniques. Vous savez que les Britanniques ont de vrais soucis. Je comprends que beaucoup de gens ont voté contre l'Union européenne parce qu'ils n'aiment pas la libre circulation, mais ils en ont toujours parlé comme si ça ne passait que dans un sens. On n'a jamais dit que en quittant l'Union européenne, on va enlever aux jeunes Britanniques, c'est pour ça que j'en veux à ces Brexiteurs, le droit de faire ce que moi j'ai pu faire pendant 40 ans, c'est-à-dire me sentir chez moi en Europe en tant qu'Européen. Donc, moi j'ai essayé par tous les moyens, parce que je suis un peu connu en France, je fais de la radio, de la télé, je connais des gens comme Philippe Meillat que j'appelle si vraiment je veux faire un article quelque part. Mais en Grande-Bretagne, je n'ai jamais travaillé comme journaliste, je ne connais personne. Donc, j'ai envoyé des articles, personne, aucune réponse. Mais vous avez dit que j'ai été directeur des programmes de RFI et il se trouve que j'ai embauché
un Anglais, il y a 25 ans, qui est venu dans mon bureau. Je lui ai donné son premier stage. Il est maintenant correspondant du Télégraphe à Paris. C'est grâce à lui que vous avez pu publier. Voilà. Donc, j'ai appelé en disant « Henry, it's payback time. C'est le temps que tu me rendes la monnaie de la pièce. Il faut... » Et là, je suis allé, mais vraiment avec la mouletta dans le rang, parce que le Télégraphe est ultra pro-Brexit, mais ils ont quand même, pour les défendre, ils ont quand même eu l'honnêteté de publier un article en disant, mais tout ce que j'ai fait très soft, j'ai dit, mais attention, si on quitte l'Union européenne, la libre circulation des personnes ne va pas que dans un sens. On enlève aux Britanniques le droit de faire ce que moi j'ai pu faire, et 2 millions d'autres Britanniques, et on ne parle jamais de ça, et on ne parle pas de nous. J'ai eu une ribambelle de flops et d'insultes, mais le pire, c'est qu'on m'a, en tant que traître, le pire, c'est qu'on m'a comparé à Lord Haw-Haw. Vous ne devez pas connaître qui est Lord Haw-Haw. Lord Haw-Haw, c'est un aristocrate, enfin, moitié irlandais, moitié britannique, qui est allé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale faire des émissions de propagande pour Hitler. Il faisait une émission qui s'appelle Germany Calling, la moins entendue vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, mais c'est l'archétype l'archétype ou l'archétype L'archétype, vous voyez, je parle complètement français encore. L'archétype du traître. Je me suis fait comparer à Lord Haw-Haw pour avoir rappelé aux Britanniques qu'on risquait d'enlever aux jeunes le droit de faire ce que j'ai pu faire. Cette ambiance-là, qu'est-ce qu'on peut faire contre? Je ne sais pas. En suggérant quand vous dénoncez cette presse europhobe, vous suggérez au fond que l'Europe, c'est une question d'éducation, d'information. C'est ça le problème. Qui parle de l'Europe avec passion, par exemple, puisque c'est le sujet de ces rencontres? Est-ce que vous trouvez à part vous, est-ce que vous trouvez des gens qui parlent de l'Europe avec passion? Oui, il y en a plein. Il y en a plein de jeunes qui font des études Erasmus, qui tombent amoureux de leurs copains. Je rencontre plein de gens qui ont été faire des stages ou qui travaillent ailleurs et pour lesquels l'Europe est une telle évidence. C'est tragique. J'ai reçu un tweet après le Brexit de la part d'un jeune Britannique qui a voté pour le Brexit, qui m'a envoyé un tweet en disant « Mais nous avons quitté l'Union européenne. Nous n'avons pas du tout quitté l'Europe. Nous pourrons continuer à vivre, à étudier en Europe comme avant. » Mais non. Moi, à Paris, j'ai des amis australiens et américains. Demandez-leur si c'est aussi facile que pour un Européen de trouver du travail. J'ai une amie australienne, jeune, 25 ans, qui a trouvé un travail en France parce qu'elle a pu financer le fait de son appartement. Parce que ses parents lui ont acheté carrément l'appartement et lui ont payé une assurance privée pour qu'elle puisse chercher du travail et trouver la société qui était prête à envoyer de la paperasse énorme pour dire nous n'employons pas un Européen, mais quelqu'un hors l'Union européenne. Donc, je ne sais plus où je voulais venir, mais voilà, vous voyez, le Brexit, ça me... Au fond, il y a deux thèses. La vôtre, c'est que le Royaume va vers un désastre. Et puis l'autre thèse, c'est que c'est une occasion pour justement pour ce Royaume-Uni de se repositionner dans le monde. Ça, vous n'y croyez pas du tout? Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se passe dans le monde. Mon pays a eu un passé glorieux comme le vôtre. Nous avons eu, enfin comme le nôtre maintenant, nous avons eu donc des empires, nous avons des histoires. Je pense que c'est le mensonge le plus... Enfin, le mythe le plus terrible à propos de l'Europe, c'est que nous perdons notre identité. Moi qui ai vécu un peu partout en Europe, je peux vous dire, les Allemands sont très allemands, hein, toujours. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'Union européenne qu'ils ne mangent pas leurs Sesambrötchen tous les matins. Moi, vous avez vu, j'ai vu du thé au lait. C'est le seul truc qui me reste véritablement anglais, mais moi je suis un véritable Européen. Les gens gardent cette identité. Et quelle était votre question? J'ai oublié. Vous voyez, le Brexit, je deviens tellement... Non, est-ce que... Les gens qui parlent avec ça... c'est les deux thèses, au fond, qu'on entend. Il y en a plein. Le problème, c'est que... Alors, j'ai beaucoup critiqué mon pays. Si je peux dire, c'est vrai que depuis 30 ans, j'ai eu la chance de faire des émissions sur l'Europe dans le vôtre. Je faisais cette émission continentale où je prenais mon pied à raconter l'Europe tous les matins. Et c'était en France. Je ne connais pas d'autres initiatives ailleurs. Mais en même temps, il faut que je vous dise aussi qu'après Continental, j'avais un peu le vent en poupe. On disait l'Européen. France 3 faisait
des affiches en disant on a trouvé le seul Anglais qui croit à l'Europe, etc. Donc je suis allé frapper à je ne sais pas combien de portes, j'ai monté ma boîte pour faire des émissions sur l'Europe. Et là, je peux vous dire que le nombre de personnes qui m'ont dit l'Europe n'intéresse personne, Alex. On m'appelle toujours, par exemple, c'est vrai, on m'appelle toujours. Là, encore cette semaine, j'ai reçu 30 ou 40 messages sur mon répondeur en me demandant de faire un truc sympa sur les 70 ans de la reine d'Angleterre. Donc, je suis toujours... Et, par exemple, partout où je vais, je suis très content que vous m'ayez présenté comme journaliste européen. Je me considère... Je suis d'origine britannique, mais depuis 30 ans, je fais de mon mieux pour travailler à Bruxelles, à Berlin. Je n'ai travaillé que dans les médias à Paris. J'ai fait des émissions sur Euronews, sur l'Europe, pour parler de l'Europe partout. Et maintenant, chaque fois que je vais, pour pas râler contre le Brexit, parce qu'on m'invite à aller à la télé pour parler du Brexit, je dis maintenant, j'y vais à une seule condition. Je vais gratuitement, on n'est pas payé pour ça. Hein. Quand on va comme spécialiste, soit c'est pour vendre un bouquin, soit c'est pour... et je n'ai pas de bouquin à vendre en ce moment, donc c'est pour la passion contre le Brexit. Donc j'y vais. Mais ils insistent toujours pour mettre... j'insiste pour qu'ils ne mettent pas journaliste britannique, parce que je considère que d'être réduit à mes seules origines, je leur dis maintenant, OK, je viens gratuitement, il n'y a pas de problème, mais à la condition que vous mettez journaliste européen et pas journaliste britannique, parce que je n'aime pas être réduit à mes seules origines. Je pense que c'est ça un peu l'Europe. Mais vous avez cette attitude, c'est ça que je veux dire. Quand je faisais, par exemple, un autre exemple, ma revue de presse européenne sur France Inter, c'est Yvan Levin et Philippe Meyer, on a parlé hier. C'était un véritable Européen. Quand on voit son histoire, on comprend pourquoi. Et c'est le seul type à qui j'ai proposé une revue de presse européenne que je proposais depuis 10 ans, qui m'a dit « Ah bon ?» C'était en 96. « Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans la presse européenne le jour même ?» J'ai dit, parce que c'était avant Internet, j'ai dit, mais oui, les journaux arrivent à 5h30 du matin, je peux les regarder vite fait et vous faire une revue de presse à 8h30, en gros, ce qu'on dit en Europe. Et il m'a répondu, mais vous pouvez commencer quand? Et j'ai dit, lundi prochain, si vous voulez. Le lundi, 10 jours après, juste histoire de signer les trucs, j'étais à l'antenne. Mais c'est l'exception. Sinon, juste pour vous raconter, j'ai fait ça pendant 5 ans dans les années 90. L'autre exemple... quand Yvan Levin a été remplacé par quelqu'un, le rédacteur en chef, c'était le jour des élections européennes en 99. Et je me souviendrai toujours, parce que ça montre l'autre attitude, m'a appelé en me disant « Alex, bonne nouvelle, c'était le dimanche, nous faisons une spéciale élection européenne demain matin, donc on enlève les chroniques, donc tu peux rester dans ton lit, parce qu'on fait une spéciale élections européennes. » Et j'ai dit, mais Bertrand, enfin, pardon, j'ai dévoilé son prénom. Bertrand Vanier, hein, de toute façon, il sait qu'on s'est un peu engueulé là-dessus. Et je dis, mais Bertrand, tu es en train de me dire que vous faites une émission spéciale sur les élections européennes. Je fais la revue de presse européenne. Et on ne parlera que de ça. Et tu veux pas que je vienne dans l'émission? Et il m'a dit, non, tu viendras le lendemain, parce que ce qui intéresse les gens demain, c'est ce que pensent les Français de cette élection. Je comprends ce qu'il veut dire, mais dans une émission de 2 heures où il s'agit des élections européennes, s'il n'y avait même pas la place pour mes 3 misérables minutes 30 pour donner la réaction du Frankfurter Allgemeine Zeitung, de tous ces journaux-là, ça en dit un peu long sur les deux attitudes. Et je pense que là, je réponds pour une fois à votre question, si on ne parle pas de façon assez passionnelle de l'Europe dans les médias, c'est parce que souvent, les médias sont encore gérés par des gens pour qui l'Europe, c'est l'étranger. Je me suis beaucoup battu, d'ailleurs, au début, en 1995, quand je commençais à faire la revue de presse européenne, c'était marqué dans les trucs les pamphlets, les trucs de presse de France Inter comme « chroniques étrangères ». J'avais l'impression de narrer des trucs dans le Sahara. J'ai dit, mais ce ne sont pas des chroniques étrangères. C'est tout le propre de l'Europe que ce n'est pas l'étranger. Moi, je n'ai pas l'impression de vivre à l'étranger quand je vis en France, parce que je fais partie de l'Europe. Mais je me suis battu pendant 6 mois, c'était il y a longtemps, en 1995, pour qu'ils mettent ce que c'était. Il y avait la revue de presse française d'Yvan Levin, et moi, je faisais la revue de presse européenne. Ce n'était pas des chroniques étrangères. Mais c'est pour vous dire pourquoi... Souvent, parce que cette génération-là, pour qui l'Europe, c'est l'étranger, l'Allemagne, c'est l'étranger, ils sont souvent toujours aux manettes. Peut-être d'ici quelques temps, quand les jeunes, pour qui
l'Allemagne n'est pas l'étranger. Et c'est une telle évidence. Peut-être l'attitude changera et il y aura plus d'émissions pro-européennes. Là, j'ai répondu pour une fois à votre question. Oui. Alors, j'ai beaucoup trop de questions. J'aurais dû ne préparer que 3 questions, Alex. Mais bon. Au fond, aujourd'hui, on entend que l'opinion britannique évolue 1 an et demi après ce vote. Est-ce qu'il y aurait un basculement si on refaisait un vote qui n'aura pas lieu? Tout simplement, si vous consultez les derniers sondages, oui. Parce que maintenant, il y a 55% de gens qui pensent que c'est une grave erreur. Je vais vous donner un exemple. Parce que personne n'a expliqué. On a expliqué au Britannique Boris Johnson avec son bus que les Britanniques allaient récupérer 350 millions de livres chaque semaine pour les hôpitaux. Maintenant, il paraît que c'était une erreur et que ce n'est pas envisageable, etc. Mais maintenant que les gens comprennent qu'on leur a menti et qu'ils comprennent que Theresa May a épousé la forme, elle qui était pour rester, alors c'est une tragédie de mon pays en ce moment, mais qui a épousé la forme la plus extrême. On saute par la falaise, parce qu'au train où ça va, c'est no deal Brexit. Donc le Brexit le plus dur. Et on est à 1 an et quelques de ça. C'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte que c'est peut-être une erreur de faire ça. Je vais vous donner un exemple, mais c'est génial parce que ça en dit long. Il y a un journal qui s'appelle The Grimsby Telegraph. Grimsby, je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter Grimsby, c'est un port assez sympathique dans le nord de l'Angleterre où on produit d'excellents fruits de mer. Grimsby a voté 70% pour quitter l'Union européenne. Et bien, dans The Grimsby Telegraph, cette semaine, c'est sur mon compte Twitter si vous voulez le lire, il plaide pour que si jamais la Grande-Bretagne quitte l'Union, quitte le marché unique et l'Union douanière, ce qui risque d'être le cas, c'est le Brexit falaise, que leurs fruits de mer soient quand même exempts de toute tarification. Non, mais vous rigolez, c'est dans le Grimsby Telegraph cette semaine. Ils sont allés à Londres pour dire on comprend le Brexit, mais surtout nos fruits de mer, si on peut faire une petite exception, parce que s'il y a des tarifs avec l'Europe, on ne va pas survivre. Les Cornouaillais, j'ai grandi en Cornouailles, mes ex-compatriotes ont voté pour le Brexit, mais ils ont quand même fait le plaisir d'envoyer une lettre tout de suite après en disant il est bien évident, chère Theresa May, que nous continuerons à bénéficier des fonds européens ou de l'équivalent de la somme, même si nous quittons l'Union européenne. Eh bien, non. Alors, c'est presque fini. J'ai quand même 2 questions à vous poser. Il faut faire court sur les 2. 1 minute sur les 1 minute sur les 2. On se dit quand même qu'un tel refus des Britanniques, mais ce qu'on entend en Europe, un tel refus de l'Europe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, objectivement. Comment l'Europe peut exister si elle n'est pas dans notre vie, si elle n'est pas quelque chose de sympathique, d'accessible, qui nous aide, qui nous éclaire? Comment cette structure peut fonctionner, vous qui êtes un Européen extrêmement convaincu depuis très longtemps, vous êtes aussi critique sur ça, vous n'acceptez pas tout. Ah non, mais j'ai passé toute ma carrière au Parlement européen, je faisais des émissions, je critiquais comme tout le monde, parce qu'il y a plein de choses, je ne suis quand même pas complètement naïf, comme vous, il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'Union européenne, mais souvent le problème de l'Union européenne, c'est qu'on ne donne pas, ceux qui critiquent l'Union européenne sont souvent ceux qui ne veulent pas donner les pouvoirs à l'Union européenne, qu'on contrôle nos frontières extérieures, que ce soit vraiment contrôlé, mais qu'on leur donne les moyens de contrôler les frontières externes de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'Europe, mais c'est souvent parce que... Et en plus, il y a un vrai problème de... par exemple, moi je pense, là vous n'allez pas m'aimer pour ce que je vais dire, mais à un moment il était question que Tony Blair devienne le président de la Commission européenne. Il a des défauts, je sais, l'Irak et tout ça, mais c'est quand même un Européen convaincu, qui croyait un des rares Britanniques, quoique 48%. On a cru en lui. Oui, il aurait pu. Mais Merkel et Sarkozy à l'époque se sont opposés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur fasse de l'ombre. Ils ont choisi à la place, je suis désolé s'il y a des Belges ici, mais j'y vais franco parce qu'il n'y a qu'une minute qui reste. Donc, ils ont choisi Herman Van Rompuy, que même les Belges ne connaissaient pas, hein, et qui avait un charisme. Enfin, vous voyez, etc. Le problème, c'est que on ne donne pas à l'Europe les moyens de s'imposer ou d'exister. Et personne ne parle de toutes les choses sympathiques. On sait vaguement maintenant que ça coûte moins cher quand vous allez partout
le téléphone à cause de l'Europe, le roaming, on le sait vaguement, mais est-ce qu'on le dit vraiment? On ne fait pas assez d'émissions à la télévision, mais ça, il faut continuer à frapper. Moi, j'ai jeté l'éponge, mais il faut faire des émissions sur les couples qui s'aiment en Europe, sur des choses sympathiques de l'Europe. Vous qui êtes journaliste français, européen, Merci. Anciennement britannique, vous savez très bien qu'il y a un désintérêt pour l'Europe. Si on fait une enquête auprès de la population sur le Parlement européen, par exemple, ça n'intéresse strictement personne. Je ne suis pas d'accord avec vous que ça n'intéresse strictement personne, mais je peux vous dire en tant que Un élu européen, vous pensez que ça intéresse quelqu'un? Je pense que si on vous enlevait vos droits à vous, d'Européens, et que si vous viviez la même chose que ma belle-mère, qui vit dans le Sussex, et qui a peur. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle m'appelle, et chaque fois, je vais la voir souvent, mais elle m'appelle. Et l'inflation, maintenant, est à 3% en Grande-Bretagne, parce que la moitié des produits sont des produits d'importation dans les supermarchés britanniques. La livre a dégringolé depuis le Brexit de 20% perdu. Donc 50% des produits dans les supermarchés britanniques coûtent beaucoup plus cher. Elle n'arrête pas de me dire, Alex, elle n'a pas du tout voté pour le Brexit, mais toutes ses amies à elle ont voté pour le Brexit. Et quand tout d'un coup vous souffrez de ça, quand vous dites que vous allez vivre dans un pays où il n'y a pas la libre circulation des marchandises, pourquoi les Britanniques mangent un peu mieux depuis 40 ans? C'est parce qu'on est dans le même marché que vous et que vos fromages, vos vins viennent chez nous sans tarif. Quand on vous enlève ça, quand ça coûte plus cher, et quand on vous enlève des droits d'Européens, je viens de le vivre. Je peux vous dire, c'est parce que je suis un taré européen, mais le fait de ne plus pouvoir aller m'installer ailleurs, comme tous ces retraités britanniques qui sont en Espagne, dont certains ont voté le Brexit, enfin, franchement, c'est... et qui disent, ah bah, on pourra toujours continuer, mais pas évident, qui paient leur santé. Ils ont droit au traitement dans les hôpitaux en Espagne, parce que la Grande-Bretagne fait partie du marché unique, avec la libre circulation des biens et des personnes. Donc quand on vous enlève tous ces droits, c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire d'informations sur les bienfaits de l'Europe. Parce que quand on vous enlève ces droits, je peux vous dire, en tant que quelqu'un qui a vécu ça, maintenant, depuis que je suis français, depuis que ça a été publié, c'est pas la semaine dernière, la date, c'est la publication dans le journal officiel qui fait foi. Quand j'ai eu ce document devant moi, je dis, je suis français, je me suis dit, ouf, je suis européen, je suis toujours dans cette unité qui a beaucoup de défauts, mais une fois qu'on vous enlève tout ça, vous vous rendez compte à quel point c'est quand même... Et puis, surtout, dernier mot, parce qu'on n'a plus de temps, la paix. C'est quand même la première fois depuis des siècles qu'il y a eu 70 ans de paix. Et plutôt que de se lancer des bombes là-dessus, comme la génération de mes parents faisaient, on se rencontre, on s'engueule dans des réunions à Bruxelles sur les quotas laitiers et tout ça, mais c'est quand même mieux d'être dans un continent qui, pour une fois dans son histoire, se parle et qui organise un concours Eurovision de la chanson. Je suis désolé, je reviens là-dessus, mais c'est quand même émouvant ce truc. C'est surgi 10 ans après, vous vous rendez compte? 10 ans après que la moitié des villes ont été bombardées en Europe, on décide que les Allemands, les Français vont envoyer des chanteurs de « Hello, may we have your votes ?» etc. Voilà. Dernière question, Alex. Dernière question. Au fond, ça, c'est pas une question, mais ce qui vous fait beaucoup de peine, c'est que c'est votre génération qui prend le large d'en parler de Churchill. Alors donc, ma question, elle est liée au sujet de ces rencontres, la passion. Quand vous dites vous-même, quand est arrivé le Brexit, vous dites je ne veux plus vivre avec ces cons. J'ai dit ça? Vous avez dit ça, oui. Où est-ce que j'ai dit ça? Alors, non, mais si vous l'avez dit, je l'ai lu 3 fois. Ah oui? Oui. Bah, c'est un peu mon sentiment, hein, mais j'ai pas posé ma question. Je n'aurais pas dit comme ça, parce que je suis quand même journaliste. Donc, vous exprimez c'est le sentiment, oui. Vous exprimez un état affectif intense. Vous exprimez une colère. Vous êtes là, vous ne revenez pas en arrière. Vous êtes dans la passion là. Vous ne faites pas le voyage vers l'endroit où vous êtes né. Je suis fier, comme je vous ai dit, de mes origines britanniques pour ce que mon pays est de bien. C'est quand même un pays avec des gens très tolérants, qui a fait beaucoup de choses de bien. J'ai un problème avec ceux qu'on a laissés
évolué depuis des années dans la presse et dans le discours général et dans une sorte de laisser-aller basé sur une fausse nostalgie du passé. Et je leur en veux parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour exprimer ce que je ressens et ce que beaucoup de Britanniques ressentent. Je ne suis quand même pas tout seul, ils ne sont pas tous des tarés européens comme moi, mais il y a quand même 48% de mes compatriotes qui ne voulaient pas ça. Si vous écoutez, par exemple, les médias britanniques, la sœur de Boris Johnson, elle est géniale. Elle est totalement contre le Brexit. Elle va à la télé tout le temps en disant « Mon frère vous a menti ». Enfin, elle le dit avec humour, mais c'est plus ou moins... Et le truc le plus triste qu'elle a dit, c'est le 29 mars 2018, jour du Brexit, mon fils va se réveiller et on lui aura fermé des portes, sans lui en avoir ouvert aucune pour le moment. Donc, ce n'est pas que j'en veux, mais j'aimerais bien que l'on puisse, à part sur les echo chambers, les chambres d'écho sur Twitter où des Remainers suivent des gens comme moi, etc., j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir exprimer cet autre côté aux Britanniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'exprimer ce que je ressens moi en tant que pro-européen. Mais c'est pour ça que je suis ravi de venir avec vous, parce que c'est une véritable passion. Mais je peux vous dire, quand cette passion est menacée, elle devient encore plus forte. Et c'est pour ça que sur mon compte Twitter, je me définis non plus comme un journaliste, comme j'étais pendant 30 ans, mais comme un militant pro-européen. Et je défends l'Union européenne. La preuve, c'est que je viens ici parler de ça, parce qu'en fait, quand on vous enlève ça, et c'est seulement quand on vous l'enlève vraiment, on se rend compte à quel point nous vivons dans un continent absolument formidable. Alors, c'est pas une... Attendez, je vais tweeter, parce que vous êtes tellement sympathique, je vais tweeter que c'est très sympa. Mais il faut que j'allume mon téléphone. Ouais, c'est là 2 secondes, je vais tweeter la photo. Ça vous ennuie pas ?